La circulation parisienne était impitoyable en cet après-midi de jeudi. Henri Dubois pianotait des doigts sur le volant de sa Mercedes noire, observant l'avenue des Champs-Élysées congestionnée devant lui. À 68 ans, il avait bâti un empire immobilier qui s'étendait à travers toute la ville, avec des immeubles de bureaux, des centres commerciaux et des résidences de luxe disséminées dans les quartiers les plus huppés de la capitale française. Son nom était synonyme de succès dans les cercles d'affaires, mais aussi de solitude dans les couloirs vides de sa demeure de Neuilly-sur-Seine. La réunion avec les investisseurs japonais était prévue pour 15 heures, et Henri détestait les retards. Il décida de prendre un raccourci par une rue adjacente, s'écartant du flux principal. C'est alors qu'il vit l'agitation inhabituelle au coin de la rue. Un véhicule de l'aide sociale à l'enfance était garé devant une vieille maison de ville, et un petit groupe de personnes s'attroupait sur le trottoir. Normalement, Henri n'aurait prêté aucune attention à ce genre de situation, mais quelque chose le poussa à ralentir. C'était le cri. Un cri aigu et désespéré d'une enfant qui déchira l'air de cet après-midi chaud d'été. « Mon pépé va venir me chercher. Je vous le promets, il va venir. » La voix était celle d'une fillette, et le désespoir qu'elle contenait était si palpable qu'Henri sentit un pincement au cœur qu'il ne pouvait expliquer. Il gara sa voiture quelques mètres plus loin, ignorant la voix de la raison qui lui disait de continuer son chemin. Quelque chose de plus fort que la logique l'attirait vers cette scène. Il s'approcha du groupe et vit une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, le visage maculé de larmes et les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle portait une simple robe en coton, déjà délavée et rapiécée à certains endroits, et ses pieds nus étaient sales de la poussière de la rue. 2 assistantes sociales tentèrent de la calmer, mais la fillette se débattait avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. « S'il vous plaît, juste un jour de plus. Il va venir. Maman a dit qu'il viendrait. » Une femme plus âgée, en uniforme de la mairie, tenait un porte-bloc et expliquait la situation à un agent de police qui observait la scène. Henri s'approcha discrètement, essayant de comprendre ce qui se passait. La plus jeune des assistantes sociales, une jeune femme aux cheveux attachés en chignon, parlait d'un ton conciliant à la fillette. « Sophie, ma chérie, nous devons t'emmener dans un endroit sûr. On prendra bien soin de toi. Tu auras à manger, un endroit chaud pour dormir. »« Non !» cria de nouveau la fillette, et ces mots suivants figèrent Henri sur place. « Pépé Henri va venir me chercher. Maman l'a dit. Henri Dubois. Il habite dans une grande maison à Neuilly-sur-Seine. Il a une voiture noire et brillante. Il va me reconnaître. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Henri. Son nom. La fillette venait de crier son nom complet. Il sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer sur le lampadaire le plus proche. Comment cette enfant connaissait-elle son nom? Pourquoi l'appelait-elle grand-père? L'assistante sociale la plus âgée soupira en regardant son porte-bloc. « Sophie, mon amour, on t'a déjà expliqué. Ta maman n'a laissé aucune trace de parents. Il n'y a aucun grand-père dans ces papiers. On sait que tu as peur, mais inventer des histoires ne va pas aider. »« Je n'invente rien », hurla la fillette, et sa voix résonna dans la rue calme. Maman parlait toujours de lui. Elle disait que quand elle était petite, il s'occupait d'elle. Elle l'appelait papa, Henri Dubois. Cherchez, il existe. Henri eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Les souvenirs qu'il avait enfermés à double tour dans son cœur commencèrent à forcer la porte, exigeant d'être rappelés. Juliette. Le nom surgit dans son esprit comme un éclair. Juliette, la fille de Madame Rose, son ancienne gouvernante. La fillette qu'il avait élevée comme sa propre, fille après que Rose fut partie si tôt, laissant son adolescente seule au monde. Il s'approcha du groupe d'un pas chancelant, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Je suis Henri Dubois. » Tous se tournèrent pour le dévisager. L'assistante sociale la plus âgée haussa un sourcil, évaluant cet homme bien habillé en costume italien et chaussures cirées qui surgissait de nulle part. La fillette, cependant, réagit de manière complètement différente. Ses yeux s'écarquillèrent, et un sanglot de soulagement s'échappa de ses lèvres. « Pépé !» Elle tenta de courir dans sa direction, mais l'assistante sociale la retint par le bras. « C'est lui, je vous l'avais dit. Maman n'a pas menti. » Henri s'approcha davantage, son cœur battant la chamade. Il regarda le visage de la fillette et ressentit un choc de reconnaissance.
les yeux noisettes en amande, la forme du visage, le petit nez délicat. Juliette. C'était comme regarder Juliette quand elle avait 7 ans, jouant dans les jardins de la demeure pendant que Rose préparait le dîner. « Monsieur », s'avança l'assistante sociale la plus âgée, toujours méfiante, « vous connaissez cette enfant ?» Henri déglutit. « Je ne la connais pas, mais elle… » Il chercha les mots justes, son esprit essayant encore de traiter l'impossible. « Elle a parlé de sa mère. » « Comment s'appelle sa mère ?» L'assistante consulta son porte-bloc. « Juliette Santos Ferreira. Elle est décédée il y a 3 jours. La fillette était seule dans le taudis quand les voisins nous ont appelés. Il n'y avait aucune trace de parents, aucun document à part l'acte de naissance de l'enfant. Juliette Santos Ferreira, le nom de famille de Rose. » Henri ferma les yeux un instant, laissant la douleur et la culpabilité inonder sa poitrine. 22 ans. 22 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait vu Juliette, depuis la terrible dispute, depuis qu'elle s'était enfuie de la maison à 16 ans, jurant de ne jamais revenir, criant qu'il était un tyran qui essayait de contrôler sa vie. Il ouvrit les yeux et regarda Sophie, qu'il observait avec un mélange d'espoir et de peur. Juliette elle a été élevée par moi. Sa mère, Rose, a travaillé chez moi pendant des années. Quand Rose est partie, Juliette avait 12 ans. Je l'ai élevée. Il hésita, l'émotion rendant difficile de continuer. Nous avons eu des problèmes quand elle était adolescente. Elle a quitté la maison et je ne l'ai plus jamais revue. La plus jeune assistante sociale semblait émue, mais la plus âgée maintenait sa posture professionnelle. Avez-vous un moyen de le prouver ? Des documents, des photos, quelque chose qui confirme cette relation ? J'ai tout, répondit Henri, sa voix gagnante en fermeté. J'ai des photos, des bulletins scolaires, des documents de mutuelle, des déclarations d'impôts où elle figurait comme ma dépendante. Je peux tout apporter. Sophie réussit finalement à se libérer et courut vers Henri, serrant ses jambes avec force. Elle était si petite, si fragile. « Pépé, maman a dit que tu viendrais. Elle disait que quand elle était petite, tu prenais soin d'elle. Elle disait que tu étais bon, mais que tu avais le cœur verrouillé. Elle a dit que je devais le déverrouiller. » Henri sentit les larmes lui brûler les yeux pour la première fois depuis des décennies. Il s'agenouilla avec difficulté, se mettant à la hauteur de la fillette. De près, elle paraissait encore plus fragile. Ses bras étaient trop maigres, son visage pâle, de faim et de fatigue. « Sophie, dit-il doucement, testant le nom sur ses lèvres. Tu as faim ?» La fillette hocha timidement la tête. « Ça fait 3 jours que j'ai seulement mangé du pain que la voisine m'a donné. » La colère monta en Henri, mais elle n'était pas dirigée contre l'enfant. C'était de la colère contre lui-même, pour avoir laissé les choses en arriver là, pour avoir été si orgueilleux, si inflexible. Juliette l'avait-elle cherché? Avait-elle tenté de revenir? Il ne le saurait jamais maintenant. « Monsieur Dubois, » intervint l'assistante sociale, la plus âgée, sa voix plus douce maintenant, « je comprends la situation, mais nous devons suivre le protocole. La fillette doit aller au foyer municipal pendant que nous vérifions vos informations et entamons la procédure de garde. Si tout se confirme, vous pourrez demander la garde, mais cela prend du temps. »« Combien de temps ?» demanda Henri, tenant toujours Sophie par les épaules. « Quelques semaines, peut-être des mois. Cela dépend de la bureaucratie et de l'évaluation sociale. » Sophie se mit à pleurer de nouveau, s'agrippant à la chemise d'Henri. « Ne me laisse pas partir, Pépé, s'il te plaît. » Henri regarda les assistantes sociales, puis la fillette. Il n'avait pas le choix pour le moment. « Je vais régler ça, » promit-il à Sophie, passant la main dans ses cheveux ébouriffés. « Je viendrai te chercher. Tous les jours, je te rendrai visite. Je te le promets. » La séparation fut douloureuse. Sophie dut être pratiquement arrachée des bras d'Henri, et ses cris de Pépé résonnèrent dans la rue même après que la camionnette de l'aide sociale eut tourné au coin. Henri resta immobile sur le trottoir, les jambes tremblantes, son costume froissé là où Sophie s'était accrochée. Il regarda sa montre. Il était déjà 15h30. La réunion avec les investisseurs japonais était manquée. Pour la première fois en 40 ans de carrière, Henri Dubois avait manqué un rendez-vous d'affaires. Et pour la première fois en 22 ans, il avait un but qui allait au-delà de l'accumulation de biens et d'argent. Il retourna à sa voiture, prit son téléphone portable et appela son avocat personnel. « Marc, j'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous de la semaine. J'ai une urgence familiale. »
Il fit une pause, savourant les mots qu'il n'aurait jamais imaginé prononcer à nouveau. « Ma petite fille a besoin de moi. » Alors qu'il retournait à sa demeure, Henri ne pensait pas aux millions qui auraient pu être conclus lors de cette réunion. Il pensait à une fillette de 7 ans, seule et effrayée, qu'il appelait Pépé. Et il pensait à Juliette, la fille qu'il avait élevée et perdue, qui apparemment ne l'avait jamais oublié, même après tout ce qui s'était passé entre eux. Le portail de la demeure s'ouvrit automatiquement à son arrivée. La construction de 3 étages l'accueillit avec son habituelle et silencieuse prestance. Henri se gara dans le garage et entra par la porte latérale, ses pas résonnant dans les couloirs de marbre vide. La maison était impeccable, comme toujours. Les employés maintenaient tout en parfait état. Mais en traversant les pièces luxueuses et vides, Henri remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais noté auparavant. Cette maison n'était pas un foyer, c'était un mausolée pour un homme vivant. Il monta à son bureau au 2e étage et se dirigea directement vers l'armoire à archives. Au fond, dans une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années, se trouvaient les souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Des photographies de Juliette à ses remises de diplôme, des bulletins scolaires, des cartes de mutuelle, et des lettres. Des lettres que Rose avait écrites avant de partir, lui demandant de prendre soin de Juliette comme si elle était sa propre fille. Henri tint une photo de Juliette à 15 ans souriant dans le jardin de la demeure. Elle portait l'uniforme de l'école privée coûteuse où il l'avait inscrite. Elle semblait heureuse. Quand tout avait-il changé? Quand avait-il perdu cette fillette souriante pour gagner l'adolescente révoltée qu'il accusait d'essayer de contrôler sa vie? Il connaissait la réponse. C'était quand elle avait commencé à sortir avec ce garçon, un livreur de gaz qu'il avait jugé inapproprié pour elle. Quand il avait interdit la relation, Juliette s'était rebellée. La discussion avait dégénéré, des mots durs avaient été dits des 2 côtés, et une nuit, elle avait simplement disparu n'emportant qu'un sac à dos avec des vêtements. Henri avait engagé des détectives privés, fouillé la ville, mais Juliette n'avait pas voulu être retrouvée. Finalement, orgueilleux et blessé, il avait cessé de chercher. Il s'était dit qu'elle reviendrait quand elle aurait besoin de lui, mais elle n'était jamais revenue. Jusqu'à maintenant. D'une certaine manière, à travers Sophie, Juliette était revenue. Henri rassembla tous les documents prouvant sa relation avec Juliette et les plaça dans un dossier organisé. Demain matin, il apporterait tout à l'aide sociale, et chaque jour, sans faute, il rendrait visite à Sophie au foyer. Il ne manquerait pas cette chance, il ne répéterait pas les mêmes erreurs. Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel d'orange et de rose, Henri Dubois s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda par la fenêtre panoramique qui donnait sur la ville. Il avait bâti un empire, mais n'avait jamais construit de famille. Maintenant, le destin lui offrait une seconde chance, sous la forme d'une fillette de 7 ans qu'il appelait Pépé. Et cette fois, il ne laisserait pas l'orgueil et la peur tout détruire. Les premiers rayons de soleil venaient à peine de poindre qu'Henri était déjà debout. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas eu besoin de réveil. L'anxiété l'avait réveillé à 5 heures du matin et depuis, il avait revu les documents qu'il avait préparés la veille. Chaque papier était un souvenir, un fragment du temps où Juliette faisait partie de sa vie. À 8 heures précises, il était devant la porte du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, dossier à la main et détermination dans le regard. L'employée qui le reçut était la même assistante sociale plus âgée de la veille, et elle l'accueillit avec une expression qui mêlait surprise et approbation. « Monsieur Dubois, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt, » dit-elle en le conduisant dans une salle de réunion. « La plupart des gens mettent des jours à rassembler les documents. J'ai passé la nuit à tout organiser, » répondit Henri en ouvrant le dossier sur la table. « Voici les documents qui prouvent que j'ai élevé Juliette de ses 12 à ses 16 ans. Déclaration d'impôt où elle figurait comme ma dépendante, certificat de scolarité, carte de mutuelle familiale, photo datée, tout est là. » L'assistante sociale, qui s'était présentée comme Françoise, examina chaque document avec une attention méticuleuse. Elle brandit une photo de Juliette aux côtés d'Henri lors d'une fête d'anniversaire. « Elle semblait heureuse », commenta-t-elle doucement. « Elle l'était, » dit Henri, la voix chargée de regret, « jusqu'à ce que je gâche tout. » Françoise leva les yeux, des documents. « Voulez-vous en parler ?» Henri hésita, mais décida que la transparence était la meilleure voie. Quand Juliette avait 16 ans, elle a commencé à sortir avec un garçon. Il était travailleur, honnête,
Mais moi, j'avais d'autres projets pour elle. Je voulais qu'elle obtienne son diplôme, aille à l'université, ait des opportunités. J'ai pensé que cette relation était une distraction. Je leur ai interdit de se voir. Il fit une pause, la culpabilité pesant dans sa voix. Nous avons été durs l'un envers l'autre. Elle m'a accusé d'essayer de contrôler sa vie, de ne jamais l'écouter. Et moi, j'ai dit des choses que je regrette. J'ai dit que si elle insistait dans cette voie, elle ne serait plus ma responsabilité. Le lendemain matin, elle avait disparu. L'avez-vous cherchée? Pendant des mois, j'ai engagé des détectives, parcouru la ville, mais elle ne voulait pas être retrouvée. Finalement, mon orgueil a pris le dessus. J'ai pensé qu'elle reviendrait quand elle aurait besoin de moi, mais elle n'est jamais revenue. Henri s'éclaircit la gorge, contrôlant son émotion. Jusqu'à hier, je ne savais pas qu'elle avait une fille. Je ne savais pas qu'elle. Il ne put terminer sa phrase. Françoise ferma soigneusement le dossier. Monsieur Dubois, ces documents sont solides. Ils prouvent une relation de parenté affective claire. Mais je dois être honnête avec vous. La procédure de garde peut prendre des semaines, voire des mois. Il y aura des évaluations sociales, des visites à domicile, des entretiens. Et même avec toute cette documentation, il n'y a aucune garantie que le juge vous accordera la garde. Pourquoi? Demanda Henri en se penchant en avant. J'ai les moyens de lui donner tout ce dont elle a besoin. Éducation, santé, un foyer stable. Il ne s'agit pas seulement de conditions matérielles, expliqua patiemment Françoise. Le juge considérera l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous avez 68 ans, vous êtes célibataire, vous travaillez de longues heures. Une enfant de 7 ans a besoin d'attention, de temps, d'énergie. Je lui donnerai tout cela, déclara fermement Henri. J'ai commis des erreurs avec Juliette. Je ne répéterai pas ces erreurs avec Sophie. Françoise étudia son visage un long moment, puis hocha la tête. Je vais lancer la procédure dès aujourd'hui. En attendant, vous pouvez rendre visite à Sophie au foyer municipal. Elle se trouve dans l'unité du 13e arrondissement. Les visites sont autorisées de 9 h à 18 h. Henri nota l'adresse et quitta le service avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il passa au centre commercial le plus proche et acheta des vêtements neufs pour Sophie, des jouets, des livres, tout ce qu'il imaginait qu'une fillette de 7 ans pourrait désirer. Son chauffeur particulier, Charles, qui travaillait pour lui depuis 15 ans, observait avec surprise la quantité de sacs qui remplissaient le coffre de la voiture. « Monsieur Henri, vous avez une petite fille ?» demanda Charles, incapable de contenir sa curiosité. « Oui, » répondit Henri, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. « Et je vais la chercher. » Le foyer municipal. L'Espoir se trouvait dans un quartier simple du 13e arrondissement. Le bâtiment de 2 étages était propre et bien entretenu, mais il avait cet air institutionnel qu'aucune quantité de peinture colorée sur les murs ne pouvait dissimuler. Henri fut accueilli par la coordinatrice, une femme potelée aux cheveux gris nommée Madame Lucie. « Sophie est dans la cour », l'informa-t-elle en le guidant à travers les couloirs. « Elle n'a pas bien mangé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ne mangerait que lorsque son grand-père viendrait. » Le cœur d'Henri se serra. Il suivit Madame Lucie jusqu'à la cour intérieure, où plusieurs enfants jouaient sous la surveillance de moniteurs. Et là, assise seule sur un banc en bois, se trouvait Sophie. Elle portait des vêtements du foyer qui étaient bien trop grands pour elle, et ses yeux étaient fixés sur le portail, comme si elle attendait quelqu'un. Quand elle le vit, son visage tout entier s'illumina. « Pépé !» Elle courut dans sa direction et se jeta dans ses bras avec une telle force qu'Henri faillit perdre l'équilibre. « Tu es venu, je savais que tu viendrais. » Henri la serra fort dans ses bras, sentant la fragilité de ce petit corps. « Je l'avais promis, n'est-ce pas? Et je tiens toujours mes promesses. » Il s'assit sur le banc avec Sophie sur ses genoux, et elle se blottit contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'il ne puisse disparaître. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il en montrant les sacs que Charles avait apportés. « Des vêtements neufs, quelques livres, des jouets. » Sophie examina tout avec des yeux écarquillés, mais ne montra pas l'enthousiasme qu'Henri attendait. « C'est très joli, » dit-elle poliment, « mais je veux juste rentrer à la maison avec toi. »« Bientôt, ma petite, » promit Henri ravalant le nœud dans sa gorge. « Il y a quelque chose que nous devons régler d'abord, mais bientôt tu vivras avec moi. »« Dans la grande maison, avec le jardin ?» demanda Sophie, les yeux brillants. « Dans la grande maison avec le jardin, » confirma Henri.
Ta mère t'a parlé de la maison ?» Sophie hocha la tête, et son expression devint mélancolique. Maman racontait des histoires tous les jours. Elle disait que, quand elle était petite, elle habitait dans une maison avec un immense jardin, plein de fleurs. Elle disait qu'il y avait une piscine bleue où elle nageait en été, et une chambre rose avec beaucoup de poupées. Elle fit une pause, sa voix devenant plus basse. Maman disait que c'était la période la plus heureuse de sa vie. Henri sentit les larmes menacer de couler. Elle parlait de moi. « Ça, c'est toujours », répondit Sophie, le regardant avec ses yeux noisettes, si semblables à ceux de Juliette. Elle disait que tu étais très sévère parfois, mais qu'au fond, tu étais bon. Elle disait que tu travaillais beaucoup, parce que tu avais peur de ne pas être important si tu t'arrêtais. Et elle disait que tu avais le cœur verrouillé, parce que tu avais peur d'être blessé. La précision des mots de Sophie, clairement répétés de sa mère, frappa Henri comme des flèches acérées. Juliette l'avait connu mieux qu'il ne l'imaginait. Même après tout, elle avait compris ses failles, ses peurs. « Ta mère avait raison », admit Henri, tenant les petites mains de Sophie dans les siennes. « J'avais le cœur verrouillé. Mais tu sais ce qui s'est passé hier quand je t'ai vu. » Sophie secoua la tête négativement. « Le cœur s'est déverrouillé, » dit doucement Henri. « Tu as la clé, Sophie, tout comme ta mère l'avait. Alors pourquoi vous vous êtes disputés, toi et maman ?» La question sortit avec l'innocence brutale des enfants. Henri soupira. « Parce que j'étais têtu et orgueilleux. Je pensais savoir ce qui était le mieux pour ta mère, mais je n'ai pas écouté ce qu'elle voulait. Et quand elle a voulu suivre un chemin différent de celui que j'avais prévu, je ne l'ai pas accepté. J'ai été injuste avec elle. »« Maman a dit qu'elle aussi avait eu tort, » murmura Sophie. Elle disait qu'elle aurait dû rester, qu'elle aurait dû se battre davantage. Ces derniers jours, elle pleurait beaucoup et demandait pardon. Elle a dit que tu viendrais me chercher, que même si tu étais en colère contre moi parce qu'elle avait disparu, tu prendrais soin de moi. Elle en était sûre. Cette révélation brisa le cœur d'Henri en 1000 morceaux. Juliette avait passé ses derniers moments à penser à lui faire confiance pour prendre soin de sa fille. Malgré tout, malgré les 22 ans de silence, elle croyait encore en lui. « Ta mère avait raison, » dit fermement Henri. « Je vais prendre soin de toi. Je vais te donner tout ce que je n'ai pas pu lui donner. Je ne répéterai pas les mêmes erreurs. » Sophie se blottit davantage dans ses bras. « Pépé, je peux te poser une question ?»« Tu peux poser n'importe quelle question, ma petite. Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? Pourquoi n'as-tu jamais eu tes propres enfants ?» Henri resta silencieux un moment, considérant la réponse. « Tu sais, Sophie, quand j'étais jeune, je pensais que je n'avais besoin de personne. Mes parents sont partis tôt, et j'ai appris à me débrouiller seul. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, j'ai travaillé jour et nuit. Et plus je travaillais, plus je me sentais seul. Je me suis convaincu que c'était mieux ainsi, que les relations étaient compliquées, que la famille était une distraction. » Il la regarda. « Mais quand ta grand-mère Rose est venue travailler pour moi et a amené Juliette, j'ai compris ce que je manquais. Pendant un temps, j'ai eu une famille. Et quand j'ai perdu ça, le cœur s'est verrouillé à nouveau. Mais maintenant, il y a moi, » dit Sophie avec la simplicité de celle qui voit le monde sans complications. « Maintenant, il y a toi, » acquiesça Henri, en lui embrassant le sommet de la tête. Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble. Henri lut des histoires à Sophie, écouta ses récits, sur ses journées au foyer, rencontra les autres enfants. Quand l'heure de partir arriva à 18 heures, Sophie s'agrippa de nouveau à lui. « Tu viens demain ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes contenues. « Je viens, » promit Henri. « Et après-demain aussi. Et tous les jours après jusqu'à ce que je te ramène à la maison. » Cette nuit-là, seul dans sa demeure, Henri fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. Il pleura. Il pleura pour Juliette, pour la fillette joyeuse qu'il avait élevée et pour la femme qu'elle était devenue et qu'il n'avait jamais connue. Il pleura pour les années perdues, pour les conversations qu'il n'avait jamais eues, pour la réconciliation qui n'avait jamais eu lieu. Et il pleura de gratitude, car même en ayant tant échoué, il recevait une seconde chance. Les jours suivants, Henri tint sa promesse. Chaque matin, il était au foyer dès le début des heures de visite et ne partait que lorsqu'il y était contraint. Il apportait des jeux, des livres, des goûters spéciaux. Mais plus important que tout bien matériel, il offrait à Sophie sa présence et son attention totale. Sa secrétaire, Martine, qui travaillait avec lui depuis 20 ans,
ne pouvait cacher son choc. « Monsieur Henry, vous avez 3 réunions prévues aujourd'hui. Les investisseurs attendent. »« Reportez, » répondait Henry, sans quitter des yeux son agenda de visites au foyer. « Ou débrouillez-vous sans moi. J'ai des engagements plus importants. » Et ainsi, pour la première fois de sa vie d'adulte, Henri Dubois plaçait quelque chose au-dessus des affaires. Il plaçait Sophie au-dessus de tout. Et même sans s'en rendre compte, il se transformait dans le processus. L'homme froid et calculateur qui avait bâti un empire cédait la place à un grand-père affectueux et dévoué. Mais la vie, comme Henri allait bientôt le découvrir, réservait d'autres surprises. Et toutes ne seraient pas les bienvenues. Car pendant qu'il se battait pour la garde de Sophie, des forces qu'il ignorait se mettaient en mouvement et une bataille bien plus grande était sur le point de commencer. 3 semaines s'écoulèrent dans une routine qu'Henri n'aurait jamais imaginée. Ses matinées commençaient par des appels rapides à son bureau, donnant des instructions essentielles, puis il passait le reste de la journée au foyer L'Espoir. Sophie l'attendait toujours sur le même banc de la cour et son petit visage s'illuminait chaque fois qu'il franchissait le portail. Madame Lucie, la coordinatrice, observait la transformation de Sophie et d'Henri avec des yeux expérimentés. Elle avait vu de nombreuses promesses vides au fil des ans, de nombreux adultes qui juraient d'adopter ou de s'occuper d'enfants avant de disparaître. Mais Henri était différent. Il était là, ponctuellement, tous les jours. Et plus que cela, elle voyait l'amour authentique grandir entre le grand-père et sa petite-fille. « Vous savez, monsieur Henri, » commenta-t-elle un après-midi, tandis que Sophie jouait dans le parc avec d'autres enfants, « en 30 ans de travail, ici, j'ai rarement vu un lien se former aussi rapidement que le vôtre. » Henri observait Sophie sur le toboggan, gardant toujours un œil sur elle pour s'assurer qu'elle était en sécurité. « Elle est spéciale, » dit-il simplement. « Tous les enfants le sont, » répondit Madame Lucie avec un sourire triste. « Mais tous n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un qui le reconnaisse. » Le 3e mercredi, Françoise de l'aide sociale se présenta au foyer avec un dossier sous le bras et une expression qu'Henri ne parvint pas à déchiffrer. Son cœur s'emballa. Il se leva du banc où il était, assis avec Sophie en train de lire un livre d'histoire. « Monsieur Dubois, » le salua Françoise, « pouvons-nous parler en privé ?» Henri regarda Sophie, qui lui serra immédiatement la main avec force. « Vous pouvez parler devant elle, » dit-il. « Elle a le droit de savoir ce qui se passe dans sa vie. » Françoise hésita, puis acquiesça. Elle s'assit sur le banc à côté d'eux et ouvrit le dossier. « Nous avons fait toutes les vérifications nécessaires. Vos références sont impeccables, votre situation financière est plus qu'adéquate, et le rapport psychologique est positif. De plus, nous avons pu contacter 3 de vos anciens employés qui ont confirmé votre relation avec Juliette. Et, pressa Henri, serrant un peu plus fort la main de Sophie, et j'ai obtenu une audience anticipée avec le juge, sur la base des documents que vous avez fournis et du lien évident entre vous et Sophie, il a accepté d'accorder une garde provisoire immédiate. Françoise sourit pour la première fois. Vous pouvez ramener Sophie à la maison aujourd'hui. Sophie poussa un cri de joie et sauta au cou d'Henri avec une telle force qu'il faillit tomber du banc. Des larmes de bonheur coulaient sur le visage de la fillette. « Je rentre à la maison, Pépé, je rentre à la maison avec toi. » Henri la serra fort dans ses bras, sentant ses propres larmes commencer à couler. « Oui, ma petite, tu rentres à la maison. » « Il y a quelques conditions, » poursuivit Françoise, sa voix toujours professionnelle. « La garde provisoire est valable 6 mois. Pendant cette période, il y aura des visites régulières d'assistantes sociales pour évaluer le bien-être de Sophie. À la fin des 6 mois, il y aura une audience pour décider de la garde définitive. Comprenez-vous ? » « Je comprends parfaitement, » répondit Henri, toujours enlaçant Sophie. « Quand pouvons-nous partir ? » ?»« Maintenant, si vous le souhaitez. J'ai juste besoin que vous signiez quelques documents. » 1 heure plus tard, Henri et Sophie étaient dans la Mercedes noire, roulant dans les rues de Paris en direction de Neuilly-sur-Seine. Sophie avait le nez collé à la vitre, observant la ville avec des yeux écarquillés. Elle n'avait jamais été dans cette partie de la ville, avec ses larges avenues, ses arbres feuillus et ses demeures imposantes. « C'est si beau, » murmura-t-elle. Maman avait raison. Quand la voiture s'arrêta devant le portail de la demeure d'Henri, Sophie lui serra la main avec force. Le portail électrique s'ouvrit lentement, révélant l'allée pavée qui menait à l'entrée principale. La demeure de 3 étages se dressait majestueusement,
avec ses colonnes blanches, ses larges fenêtres et ses jardins parfaitement entretenus. « C'est la maison ?» demanda Sophie dans un murmure respectueux. « C'est notre maison », corrigea gentiment Henri. « Maintenant, c'est aussi la tienne. » Ils descendirent de la voiture et Sophie fit quelques pas hésitants vers l'entrée. Marie, la gouvernante qui travaillait pour Henri depuis 10 ans, attendait à la porte avec un sourire chaleureux. Henri l'avait informée de l'arrivée de Sophie quelques jours auparavant et elle avait tout préparé avec enthousiasme. « Bienvenue, Sophie, » dit Marie en ouvrant les bras. « Quelle joie d'avoir à nouveau un enfant dans cette maison. » Sophie regarda Henri comme pour demander la permission et il hocha la tête pour l'encourager. La fillette courut et se jeta dans les bras de Marie, qui la serra avec la tendresse d'une grand-mère. Charles, le chauffeur, et 2 autres employés qui s'occupaient des jardins vinrent également saluer Sophie, tous avec des sourires sincères. Henri observait la scène, le cœur réchauffé. Son équipe, qui le connaissait depuis des années, semblait aussi heureuse que lui de l'arrivée de Sophie. C'était comme si tout le monde sentait que cette maison reprenait enfin vie. « On fait le tour ?» proposa Henri en tendant la main à Sophie. Les yeux de la fillette brillèrent. « Je peux tout voir ?»« Tout, » confirma-t-il. « C'est ta maison maintenant. » Ils commencèrent par le rez-de-chaussée, avec son vaste salon, sa salle à manger formelle, sa bibliothèque aux étagères allant du sol au plafond, et une salle de télévision équipée de toutes sortes de divertissements. Sophie touchait chaque chose avec respect, comme si tout était trop fragile pour être réel. « Maman jouait ici ?» demanda-t-elle dans la bibliothèque, passant ses doigts sur le dos des livres. « Oui », répondit Henri, les souvenirs inondant son esprit. Elle adorait lire. Elle passait des heures ici, perdue dans les livres. Au 2e étage se trouvaient les chambres. Henri hésita un instant avant d'ouvrir une porte en particulier. « C'était la chambre de ta mère », dit-il doucement. Sophie entra lentement. La chambre était exactement comme Juliette l'avait laissée 22 ans plus tôt. Des murs rose pâle, un lit à baldaquin blanc, un bureau près de la fenêtre, des étagères avec des poupées et des livres. Henri avait tout gardé intact, incapable de défaire cet espace. « C'est comme maman l'a décrit », murmura Sophie, les yeux embués de larmes. Elle se souvenait de chaque détail. « Tu peux rester dans cette chambre si tu veux », proposa Henri, « ou je peux te préparer une autre chambre, ce que tu préfères. » Sophie regarda autour d'elle, touchant doucement les objets qui avaient appartenu à sa mère. « Je peux rester ici, pour me sentir proche d'elle ?»« Oui, » répondit Henri en s'agenouillant à côté d'elle. « Et nous laisserons quelques affaires de ta mère, mais nous ajouterons aussi les tiennes. Ce sera la chambre de Sophie, avec un petit bout de Juliette à l'intérieur. Qu'en dis-tu » Sophie hocha la tête en séchant ses larmes. « J'aime bien. » Ils continuèrent la visite de la maison, montant au 3e étage où se trouvait le bureau d'Henri et une salle de sport. Enfin, ils allèrent à l'arrière où la piscine bleue brillait sous le soleil de l'après-midi, entourée de jardins fleuris et d'un espace de loisirs complet. « Tu sais nager ?» demanda Henri. Sophie secoua la tête, mais ses yeux étaient fixés sur l'eau cristalline. « Maman disait qu'elle nageait ici tous les étés. »« Alors on va t'apprendre, » décida Henri. « Charles a un fils de ton âge, Michel. Il nage très bien. Je peux lui demander de t'apprendre. Qu'en penses-tu ?»« Vraiment ?» demanda Sophie incrédule. « Vraiment. » Le reste de l'après-midi passa rapidement. Marie prépara le plat préféré que Sophie avait mentionné, de simples pâtes à la sauce tomate et au poulet, mais servi sur la table formelle de la salle à manger d'Henri. Il dînait habituellement seul à cette immense table, lisant des rapports financiers tout en mangeant machinalement. Mais ce soir-là, avec Sophie assise à ses côtés, bavardant sur tout ce qu'elle avait vu dans la maison, le repas devint quelque chose de complètement différent. « Pépé, » demanda Sophie entre 2 bouchées, « pourquoi manges-tu seul à cette si grande table ?» La question, si simple et directe, prit Henri au dépourvu. « Eh bien, ça a toujours été comme ça. »« Mais ce n'est pas triste ?» insista Sophie, ses yeux noisettes fixés sur lui avec cette honnêteté brutale des enfants. Henri posa sa fourchette et réfléchit vraiment à la question. « Tu sais, Sophie, je crois que oui. C'était triste, mais je ne m'en rendais pas compte parce que j'y étais habitué. Parfois, on s'habitue aux mauvaises choses, et on oublie comment c'est de vivre différemment. Et maintenant, ce n'est plus triste, dit Henri avec un sourire, parce que maintenant je tais-toi.
Après le dîner, ils s'installèrent dans la salle de télévision et Henri laissa Sophie choisir un film. Elle choisit un dessin animé sur une fillette qui trouve une famille dans des endroits inattendus, et Henri fit semblant de ne pas remarquer les larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pendant les scènes les plus émouvantes. Quand l'heure de dormir arriva, Henri accompagna Sophie jusqu'à la chambre qui avait été celle de Juliette. Marie avait déjà changé les draps et mis un pyjama neuf pour Sophie. Henri attendit dehors pendant qu'elle se changeait, et quand elle le rappela, il la trouva déjà couchée dans le lit, paraissant minuscule sur le grand matelas. « Pépé » appela-t-elle alors qu'il était sur le point de sortir. « Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme ?»« Bien sûr, » répondit Henri en tirant une chaise près du lit. « Tu veux que je te lise une histoire ?» Sophie hocha la tête et Henri prit un livre d'histoire sur l'étagère. En lisant, il observa la fillette lutter contre le sommeil, ses petits yeux lourds s'ouvrant et se fermant. Quand elle s'endormit enfin, Henri resta là quelques minutes de plus, la regardant simplement respirer tranquillement. Il se leva doucement pour ne pas la réveiller et était presque à la porte quand la voix endormie de Sophie l'appela. « Pépé ? Oui, ma petite ? Merci d'être venue me chercher. Maman avait raison. Tu es bon. » Henri sentit un nœud dans sa gorge. « Dors bien, Sophie. Je serai là quand tu te réveilleras. »« Pour toujours ?»« Pour toujours, promit-il. » Henri descendit à son bureau, mais pour la première fois depuis des décennies, il ne parvint pas à se concentrer sur son travail. Il resta à regarder par la fenêtre, pensant à quel point sa vie avait complètement changé en seulement 3 semaines. La demeure qui avait toujours semblé si vide avait maintenant de la vie. Les couloirs qui résonnaient de ses pas solitaires avaient maintenant le son des rires d'enfants. La table à manger où il mangeait seul avait maintenant de la compagnie. Il prit le téléphone et appela Marc, son avocat. « Je veux modifier mon testament, » dit-il, sans préambule. « Monsieur Dubois, il est presque 23 heures, » protesta Marc, mais sa voix avait un ton amusé. « Ça m'est égal. Notez. Sophie sera mon héritière universelle. Tout ce que j'ai lui reviendra. Toutes les propriétés, tous les comptes, tout. Et je veux créer une fondation au nom de Juliette, destinée à aider les enfants en situation de vulnérabilité, affecter 30% du patrimoine à cette fondation. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Henri, » dit Marc, utilisant son prénom pour la première fois en des années de collaboration, « vous en êtes sûr? C'est une très grande décision. »« J'en suis plus sûr que de n'importe quelle affaire que j'ai jamais conclue, » répondit fermement Henri. « Préparez les documents. Je veux signer cette semaine. » Quand il alla enfin se coucher, en passant par le couloir où dormait Sophie, Henri s'arrêta devant la porte entr'ouverte. La lumière du couloir éclairait doucement le visage de la fillette, paisible dans son sommeil. Et Henri fit une autre promesse silencieuse. Il ne laisserait personne lui enlever cet enfant. Quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui se présente, il se battrait de toutes ses forces pour garder Sophie en sécurité et heureuse à ses côtés. Il avait commis des erreurs avec Juliette, des erreurs qui le hanteraient pour le reste de sa vie. Mais avec Sophie, il ferait différemment. Avec Sophie, il réussirait. Ce qu'Henri ne savait pas en faisant ses promesses solennelles dans le silence de la nuit, c'est que sa détermination serait mise à l'épreuve bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. Car dans une ville de province, un homme venait de recevoir une nouvelle qui allait tout changer. Et cet homme était sur le point de revendiquer son droit du sang sur Sophie, déclenchant une bataille qui ébranlerait les fondations de la famille qu'Henri et Sophie étaient en train de construire. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Sophie à la demeure, et la transformation était remarquable, tant chez elle que chez Henri. La fillette maigre et effrayée qu'il avait rencontrée dans cette rue était maintenant une enfant qui souriait facilement, qui courait dans les jardins à la poursuite des papillons, qui remplissaient la maison de vie. Ses cheveux étaient coupés et bien coiffés, ses joues avaient pris des couleurs, et elle avait déjà grandi de quelques centimètres grâce à une alimentation adéquate. Mais le changement le plus impressionnant était chez Henri. Ses employés commentaient entre eux, émerveillés par la transformation de leur patron. L'homme qui travaillait 16 heures par jour quittait maintenant le bureau ponctuellement à 17 heures. Les week-ends, autrefois consacrés aux réunions et à la révision de contrats, étaient maintenant remplis de promenades au jardin du Luxembourg, de visites aux zoos, d'après-midi au cinéma. Monsieur Henri a l'air d'avoir rajeuni de 10 ans, commenta Marie à Charles alors qu'il préparait le déjeuner du samedi. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Henri apprendre à Sophie à faire du vélo dans le jardin,
tenant la selle pour qu'elle ne tombe pas, riant avec elle à chaque tentative. « C'est le pouvoir d'un enfant, » répondit Charles avec un sourire. « Mon Michel est ravi d'avoir une nouvelle amie. Hier, ils ont passé tout l'après-midi dans la piscine. C'était un samedi de printemps parfait quand tout changea. Henri était dans la bibliothèque, aidant Sophie avec un devoir de l'école privée où il l'avait inscrite, quand la sonnette retentit. Il regarda sa montre en fronçant les sourcils. Il n'attendait personne. Marie alla ouvrir et revint quelques instants plus tard avec une expression inquiète. « Monsieur Henri, il y a un homme à la porte. Il dit qu'il est l'oncle de Sophie et qu'il veut la voir. » Le sang d'Henri se glaça. « Un oncle? Quel oncle? Il dit qu'il est le frère de sa mère. » Henri se leva rapidement, faisant signe à Sophie de continuer son devoir. « Reste ici, ma petite. Je reviens tout de suite. » À la porte, il trouva un homme d'une quarantaine d'années, aux vêtements simples et au visage buriné par le soleil. Il était clair qu'il travaillait en extérieur, probablement un travail manuel. Ses yeux étaient méfiants mais honnêtes, et il tenait nerveusement une casquette entre ses mains. « Monsieur Dubois ?» demanda l'homme. « Je suis Robert Ferreira, le frère de Juliette. Je suis venu chercher ma nièce. » Henri eut l'impression de recevoir un coup de poing. « Entrez », dit-il d'une voix contrôlée, conduisant Robert jusqu'au salon. « Asseyez-vous. Parlons. » Robert regarda autour de lui la luxueuse demeure avec des yeux écarquillés, clairement mal à l'aise avec tant d'opulence. Il s'assit sur le bord du canapé en cuir comme s'il craignait de le salir. « Monsieur Dubois, » commença Robert, la voix rustre mais ferme, « je ne savais pas que Juliette avait une fille. Je ne savais même pas où elle était. Nous avons perdu le contact il y a de nombreuses années. Mais la semaine dernière, un assistant social est venu chez moi à Orléans. Il m'a tout raconté. Sur Juliette, sur le fait que Sophie est ici avec vous. »« Et vous vous attendez à ce que je vous la donne simplement ?» demanda Henri, essayant de garder sa voix calme malgré la panique qui montait en lui. « C'est ma nièce, le sang de mon sang, » dit Robert, non pas avec arrogance, mais avec la simplicité de celui qui énonce un fait évident. « J'ai une femme, 2 enfants. Je peux lui donner une vraie famille. »« Je suis sa famille, » rétorqua Henri, sa voix prenant une note d'acier. « J'ai élevé sa mère. Sophie me connaît, m'aime. L'arracher d'ici serait cruel. » Robert se pencha en avant, ses grandes mains serrant plus fort sa casquette. « Écoutez, monsieur Dubois, je respecte ce que vous avez fait pour Juliette et pour Sophie, mais vous devez comprendre ma position. Juliette était ma sœur, ma seule sœur. Nous avons grandi ensemble, partagé la pauvreté, partagé les rêves. Quand elle a disparu, je l'ai cherchée pendant des années. Je n'ai jamais complètement abandonné, vous savez. Et maintenant, je découvre qu'elle est partie et a laissé une fille. Une fille que je n'ai pas connue, mais qui porte le sang de ma famille. Sophie est heureuse ici, dit Henri, sentant le désespoir grandir. Elle a tout ce dont elle a besoin. Une éducation de qualité, des soins médicaux, une maison stable. Et moi, je peux lui donner de l'amour des frères et sœurs pour jouer. Une vraie famille, répliqua Robert, mais sa voix n'avait aucune méchanceté. C'était juste un homme défendant ce qu'il croyait être juste. Ma femme Claudine est enseignante. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons beaucoup d'amour à donner. Sophie grandirait avec des cousins. Elle aurait une vie normale, pas cette vie de luxe qu'elle connaît à peine. Henri se leva brusquement. Elle la connaît, parce que je la lui ai donnée, parce que je m'occupe d'elle tous les jours. Sophie n'est pas seulement le sang de votre sang, Robert. Elle fait partie de mon cœur maintenant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois. Robert se leva également. Vous avez 68 ans. Dans 10 ans, vous en aurez presque 80. Et Sophie, elle grandira avec qui? Avec des employés? Des nounous payés? Elle a besoin d'une vraie famille. C'est à ce moment que Sophie apparut à la porte du salon, attirée par les voix altérées. Elle regarda Henri puis Robert, ses yeux s'écarquillèrent en comprenant ce qui se passait. « Pépé » appela-t-elle, la voix tremblante. « Viens ici, ma petite. » Henri lui tendit la main, et Sophie courut à ses côtés, s'agrippant à sa taille. Robert fit un pas en avant, et ses yeux s'emplirent de larmes en voyant la fillette. « Tu es le portrait de Juliette quand elle était enfant, » murmura-t-il. « Sophie, je suis ton oncle Robert, le frère de ta mère. Je suis venu te chercher pour que tu vives avec moi. »« Je ne veux pas y aller, » dit immédiatement Sophie, se pressant davantage contre Henri.
Ma maison est ici, avec Pépé. Sophie, tu as 2 cousins, tenta Robert, la voix douce. Lucas a 8 ans et Marine en a 6. Ils sont impatients de te connaître. Tu aurais des frères et sœurs pour jouer. Je n'ai pas besoin de frères et sœurs, répondit Sophie, ses mains agrippant fermement la chemise d'Henri. J'ai Pépé, et Marie, et Charles et Michel. C'est ma famille. Robert regarda Henri avec un mélange de frustration et de compréhension. Monsieur Dubois, nous devons régler ça correctement. Je vais faire valoir mes droits légaux. Sophie est de mon sang et la loi est de mon côté. Et vous pensez que la loi est tout? Rétorqua Henri, enlaçant Sophie de manière protectrice. Et ce qu'elle veut, et le lien que nous avons créé? Vous avez eu 2 mois avec elle, dit Robert, sa patience commençant à s'épuiser. Je suis sa famille depuis des générations. Mon sang coule dans ses veines. La famille, ce n'est pas le sang, déclara Henri. La famille, c'est celui qui prend soin, qui est présent, qui aime sans condition. Alors vous êtes d'accord que j'ai le droit d'essayer, dit Robert en ramassant sa casquette. Parce que je prendrai soin d'elle, je serai présent, j'aimerai sans condition. Sauf que, contrairement à vous, j'ai aussi le sang. La loi est de mon côté. Après le départ de Robert, Henri resta dans le salon avec Sophie sur ses genoux, sentant le poids de la menace qui venait de surgir. La fillette pleurait silencieusement, et il ne savait quoi dire pour la réconforter. « Il va m'emmener » demanda Sophie entre 2 sanglots. « Pas si je peux l'éviter » promit Henri, mais pour la première fois depuis qu'il avait trouvé Sophie, il eut peur, une peur réelle de la perdre. Le lundi matin, Henri était dans le bureau de Marc, son avocat, avec une pile de documents sur la table. « Je veux connaître toutes mes options, » dit-il sans préambule, « et je veux les meilleurs spécialistes en droit de la famille que vous connaissez. » Marc, un homme sérieux de 50 ans aux cheveux grisonnants, soupira lourdement. « Henri, je dois être honnête. Avec vous, la situation est compliquée. Robert Ferreira a le droit du sang de son côté. Il est l'oncle direct de Sophie et selon la loi française, les parents consanguins ont la priorité dans les cas de garde. « Mais j'ai élevé sa mère, » argumenta Henri. « J'ai des preuves que j'étais légalement responsable de Juliette pendant des années. Cela nous donne une base, acquiesça Marc. Nous pouvons plaider la parenté socio-affective, le concept de grand-père affectif. Mais Henri, vous devez comprendre que ce n'est pas garanti. Le juge peut décider que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'être avec des parents de sang. Même si elle ne le veut pas, son opinion sera prise en compte, mais elle n'a que 8 ans. Le juge pèsera de nombreux facteurs. La stabilité financière, émotionnelle, la présence d'autres membres de la famille, votre âge avancé. « J'ai 68 ans, pas 90, » protesta Henri. « Pour élever un enfant jusqu'à sa majorité, c'est une considération valable, » dit gentiment Marc. « Mais nous allons nous battre, Henri. Nous allons utiliser tout ce que nous avons. Je vais engager les meilleurs spécialistes en droit de la famille. Nous allons documenter chaque interaction que vous avez avec Sophie, chaque preuve de lien affectif. Nous allons montrer au juge qu'arracher cet enfant de vos bras serait préjudiciable à son développement émotionnel. « Combien de temps avons-nous » demanda Henri. Robert a déjà déposé la demande de garde. L'audience préliminaire est fixée dans 3 semaines. C'est là que le juge entendra les 2 parties et décidera des mesures provisoires. Les 3 semaines suivantes furent les plus tendues de la vie d'Henri. Il engagea non pas 1, mais 3 cabinets d'avocats spécialisés en droit de la famille. Il documenta méticuleusement sa routine avec Sophie, des photographies des promenades, des vidéos des moments passés ensemble, des rapports médicaux montrant l'amélioration de la santé de la fillette depuis son arrivée à la demeure. Sophie, de son côté, devint plus attachée à Henri que jamais. Elle se réveillait au milieu de la nuit à cause de cauchemars où on l'emmenait, et Henri passait des heures à la consoler, lui promettant qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la garder à ses côtés. La visite de l'assistante sociale fut particulièrement difficile. Françoise se présenta sans prévenir, comme le veut le protocole, et passa des heures à observer l'interaction entre Henri et Sophie. Elle inspecta la chambre de la fillette, discuta avec Marie et d'autres employés, et demanda finalement à parler à Sophie seule. Quand Françoise sortit de la chambre de Sophie, son visage était grave. Henri l'attendait dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. « Et alors ?»« Monsieur Dubois, » commença Françoise.
Je ne peux pas révéler ce que Sophie m'a dit en confiance, mais je peux dire que le lien entre vous est évident et profond. Cependant, mon rôle est d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant sous tous ses aspects. Robert Ferreira est également en cours d'évaluation. Il a une maison simple mais adéquate, une femme stable, des enfants qui peuvent offrir de la compagnie à Sophie. Mais elle ne veut pas y aller, dit Henri, incapable de cacher le désespoir dans sa voix. Je sais, répondit doucement Françoise, et cela sera pris en compte. Mais c'est le juge qui décide, pas moi et pas vous. La veille de l'audience, Henri ne parvint pas à dormir. Il resta assis dans la bibliothèque, regardant les photos de Sophie qui remplissaient déjà les étagères. En seulement 2 mois, cet enfant était devenu le centre de sa vie. L'idée de la perdre était insupportable. Sophie apparut à la porte de la bibliothèque en pyjama, tenant son ours en peluche. « Je n'arrivais pas à dormir », admit-elle. Henri ouvrit les bras et elle courut vers lui, grimpant sur ses genoux. « Moi non plus », avoua-t-il. « Pépé », dit Sophie après un long silence. « Si le juge m'envoie vivre chez oncle Robert, tu vas m'oublier. »« Jamais, promis. » Henri avec véhémence, la serrant fort dans ses bras. « Même s'ils me forcent à te laisser partir, je ne t'oublierai jamais. Tu as changé ma vie, Sophie. Tu m'as réappris à aimer. Et tu m'as sauvée, répondit Sophie, ses larmes mouillant sa chemise. Maman avait raison sur toi. Tu avais le cœur verrouillé, mais j'ai trouvé la clé. Ils restèrent là, enlacés dans la bibliothèque, jusqu'à ce que Sophie s'endorme enfin. Henri la porta jusqu'à sa chambre et la déposa dans le lit, la couvrant soigneusement. Il resta à la regarder dormir, mémorisant chaque détail de ce visage, comme s'il craignait que ce ne soit la dernière fois. Demain, à l'audience, la vraie bataille commencerait. Et Henri était déterminé à se battre jusqu'au bout, car pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose de plus important que son empire, plus important que son argent, plus important que son orgueil. Il avait l'amour, et il ne laisserait personne le lui enlever. Le tribunal pour enfants était bondé ce mardi matin. Henri arriva accompagné de Marc et de 2 autres avocats de son équipe juridique, tous vêtus de costumes impeccables et portant des dossiers volumineux. Sophie était à ses côtés, portant une robe simple mais jolie que Marie avait choisie, ses petites mains agrippées fermement à celles d'Henri. De l'autre côté du couloir, Robert Ferreira attendait avec un avocat commis d'office, sa femme Claudine à ses côtés. C'était une femme simple, au visage bienveillant, les cheveux attachés en chignon. Quand ses yeux croisèrent ceux de Sophie, elle sourit gentiment, mais la fillette détourna le regard et se cacha derrière Henri. L'audience commença à 9 heures précises. Le juge Maurice Costa était un homme d'âge mûr, à l'expression sérieuse mais aux yeux qui transmettaient sagesse et compassion. Il écouta patiemment les 2 parties présenter leurs arguments. L'avocat d'Henri commença, présentant la montagne de preuves qu'ils avaient rassemblées. « Monsieur le juge, nous avons ici des documents qui prouvent que M. Henri Dubois a été légalement responsable de Juliette Santos Ferreira, la mère de Sophie, de ses 12 à ses 16 ans. Des déclarations d'impôts, des certificats de scolarité, des mutuelles, tout indique qu'il a exercé un rôle paternel dans la vie de Juliette. Et au cours des 2 derniers mois, ce lien s'est étendu à sa petite fille, Sophie. Nous avons des rapports psychologiques attestant du bien-être de l'enfant, des rapports médicaux montrant une amélioration significative de sa santé depuis qu'elle réside avec M. Dubois et des témoignages d'enseignants sur son développement scolaire et social. » L'avocat commis d'office de Robert se leva alors. « Monsieur le juge, avec tout le respect dû aux arguments de la partie adverse, la loi est claire quant à la priorité des parents consanguins dans les cas de garde. Monsieur Robert Ferreira est l'oncle maternel de Sophie, le frère légitime de sa mère. Il a une famille structurée, avec une femme et 2 enfants qui peuvent offrir à Sophie non seulement un soutien matériel, mais aussi la vie de famille essentielle au développement d'un enfant. Sophie aurait des frères et sœurs, une figure maternelle présente, et grandirait dans un environnement familial traditionnel. « Et que veut l'enfant » demanda le juge regardant directement Sophie. « Parce que jusqu'à présent, vous avez parlé de droits légaux, de structure familiale, mais personne n'a demandé ce que Sophie ressent. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Le juge continua. « Cette audience a pour but que j'entende les 2 parties et que je prenne une décision sur la garde provisoire pendant que la procédure avance.
Mais avant de décider quoi que ce soit, je veux entendre l'enfant. Sophie a le droit de s'exprimer. » Il regarda Sophie avec bienveillance. « Sophie, veux-tu me parler? Seule, sans les adultes? Je te promets que tu n'as pas à avoir peur. » Sophie regarda Henri, qui hocha la tête pour l'encourager, bien que son cœur batte la chamade. La fillette prit une profonde inspiration et acquiesça. « Je vais parler. » Le juge demanda à tout le monde de sortir de la salle, sauf lui et Sophie. Henri sortit, les jambes tremblantes, sentant que le destin de tout ce qui comptait se décidait à ce moment-là. Dans la salle, le juge Costa s'assit sur une chaise plus basse, se mettant à la hauteur de Sophie. « Tu peux m'appeler juge Maurice ?» dit-il avec un sourire gentil. « Je vais te poser quelques questions, d'accord? Et tu réponds seulement ce que tu as envie de répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, Sophie. Je veux juste comprendre ce que tu ressens. » Sophie hocha la tête, toujours nerveuse. « Raconte-moi comment c'est de vivre. Avec ton grand-père Henri ?» La fillette se détendit un peu. « C'est bien. La maison est grande et belle. J'ai ma propre chambre, qui était celle de ma mère quand elle était petite. Pépé m'emmène à l'école tous les jours, il m'aide avec mes devoirs, et le week-end, on se promène. Il m'a appris à faire du vélo. » Ses yeux brillèrent, et il me lit des histoires tous les soirs avant de dormir. « Et tu es heureuse là-bas ?»« Très, » répondit Sophie sans hésiter. « Avant, quand c'était juste maman, et moi on n'avait presque rien. Maman travaillait beaucoup et même comme ça, parfois on manquait de nourriture. Mais ce n'était pas sa faute, elle essayait, et elle a toujours été affectueuse avec moi. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de la fillette. Maman disait que quand elle était petite, elle était heureuse avec Pépé, mais ils se sont disputés et elle est partie, elle l'a toujours regretté. Ces derniers jours, elle pleurait beaucoup et disait qu'elle aurait dû revenir, qu'elle aurait dû faire la paix avec lui. Le juge écoutait attentivement en prenant des notes. « Et ton oncle Robert, tu le connais ?» Sophie secoua la tête. Maman n'a jamais parlé de lui. Elle ne parlait pas de sa famille, seulement de Pépé. Elle disait que Pépé était la seule famille qui comptait, parce que la famille, ce ne sont pas ceux qui naissent ensemble, mais ceux qui choisissent de rester ensemble. « Mais ton oncle Robert veut que tu vives avec lui. Tu as des cousins de ton âge. Ne serait-ce pas bien d'avoir d'autres enfants pour jouer ?» Sophie réfléchit un instant. « J'ai déjà Michel, le fils de Charles qui travaille à la maison. On joue tous les jours. Et à l'école, je me suis fait des amis. Je n'ai pas besoin de cousins. J'ai besoin de mon Pépé. Pourquoi as-tu besoin de lui ?» La réponse de Sophie vint rapidement et intensément. « Parce qu'il m'a sauvé quand j'étais seule et que j'avais peur. Parce qu'il a promis qu'il prendrait soin de moi et il l'a fait. Parce qu'il a changé toute sa vie pour moi. Marie a dit qu'avant mon arrivée, Pépé ne faisait que travailler, ne souriait jamais, ne sortait, jamais de la maison pour s'amuser. Mais maintenant, il est différent. Il est heureux. » Elle essuya les larmes qui commençaient à couler. « Et moi aussi, je suis heureuse. Maman disait que Pépé avait le cœur verrouillé parce qu'il avait peur d'être blessé à nouveau. Mais je l'ai déverrouillé, et si on m'enlève à lui, son cœur se verrouillera à nouveau, et le mien aussi. » Le juge sentit un pincement au cœur. En 20 ans de carrière, il avait rarement entendu un enfant s'exprimer avec autant de clarté et de maturité. « Et si je décide que tu dois vivre avec ton oncle Robert, que ferais-tu » Sophie devint très sérieuse. « J'obéirai parce que maman m'a appris à respecter les adultes et les autorités, mais mon cœur resterait avec Pépé. Pour toujours, parce que la famille, c'est celui qui choisit de t'aimer tous les jours, pas celui qui partage le même sang. » Quand tout le monde revint dans la salle, le juge avait une expression pensive. Il regarda les deux parties, puis Sophie, qui était retournée aux côtés d'Henri. « Je vais ordonner quelques enquêtes avant de prendre une décision. Je veux visiter personnellement les 2 résidences. Je veux voir où Sophie vit maintenant et où elle vivrait si la garde était accordée à M. Ferreira. Audience ajournée de 2 semaines. » Les jours suivants, Henri vécut dans une tension constante. Il savait que la visite du juge était cruciale, et il veilla à ce que tout dans la demeure soit parfait, mais en même temps naturel. Il ne voulait pas que cela paraisse mis en scène. Quand le juge Maurice arriva 1 semaine plus tard, il passa des heures dans la demeure. Il observa l'interaction entre Henri et Sophie pendant le déjeuner, remarqua comment ils discutaient naturellement, comment Sophie riait des blagues de son grand-père, comment Henri était attentif à chacun de ses besoins. Il visita la chambre de Sophie,
vit les photos de sa mère soigneusement disposées, les dessins de l'école accrochés au mur, les livres organisés sur l'étagère. « Sophie m'a dit que c'était la chambre de sa mère », commenta le juge. « C'était le cas », confirma Henri. « Quand Sophie est arrivée, je lui ai proposé d'autres chambres, mais elle a voulu rester ici, pour se sentir proche de sa mère. Nous avons gardé quelques affaires de Juliette, mais nous avons ajouté celle de Sophie. C'est sa chambre maintenant, avec les souvenirs de sa mère à l'intérieur. » Le juge hocha la tête, impressionné par la sensibilité de la décision. Il discuta également avec Marie, avec Charles, avec les enseignants de l'école de Sophie. Tous rapportèrent à la même chose, une enfant visiblement plus heureuse et en meilleure santé, et un homme complètement transformé par l'amour d'une petite fille. Quelques jours plus tard, le juge effectua sa visite à Orléans pour voir la maison de Robert. La maison était simple, une modeste maison de ville dans un quartier populaire. Elle avait 3 petites chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Elle était propre et bien rangée, mais clairement à l'étroit pour 4 personnes, et encore plus pour 5. Claudine accueillit le juge avec une hospitalité sincère, offrant du café et du gâteau fait maison. Les 2 enfants du couple, Lucas et Marine, étaient curieux de connaître la cousine qui viendrait peut-être vivre avec eux, mais quand le juge leur demanda s'ils étaient excités, leur réponse fut tiède. « C'est cool d'avoir une personne de plus pour jouer », dit Lucas avec l'honnêteté d'un enfant de 8 ans. « Mais ma chambre est déjà petite, je vais devoir la partager avec elle ?» Robert, en entendant son fils, fut visiblement embarrassé. « On trouvera une solution, Lucas. Une famille s'adapte. » Le juge observa tout silencieusement. Il voyait l'honnêteté de Robert et Claudine, voyait que c'étaient de bonnes personnes avec de bonnes intentions. Mais il voyait aussi la réalité pratique. Une petite maison, des ressources limitées, et une famille qui, bien que disposée à accueillir Sophie, n'était pas émotionnellement préparée ou enthousiaste à son arrivée. Les 6 mois de procédure judiciaire furent angoissants. Il y eut d'autres audiences, d'autres évaluations, d'autres visites d'assistantes sociales. Sophie commença à faire des cauchemars fréquents, se réveillant au milieu de la nuit en appelant Henri. Son enseignante rapporta qu'elle était plus distraite à l'école, clairement affectée par l'incertitude. Henri, de son côté, vieillit de plusieurs années en ces mois. Les soucis lui ôtèrent le sommeil, et il perdait du poids à cause de l'anxiété. Mais jamais, pas un seul instant, il ne laissa Sophie percevoir son angoisse. Devant elle, il était toujours le grand-père fort et confiant, qui promettait que tout irait bien. Robert rendait également visite à Sophie comme l'avait ordonné le juge. Une fois par semaine, il venait à la demeure et passait quelques heures avec sa nièce. Il était gentil et patient, apportait de petits cadeaux, racontait des histoires sur Juliette quand elle était enfant. Mais Sophie, bien que polie, maintenait une distance émotionnelle. Elle répondait quand on lui posait des questions, acceptait les cadeaux, mais ne s'ouvrait jamais à lui comme Robert l'espérait. « Elle ne me connaît pas », admit Robert à Claudine un soir frustré. « Je suis un étranger pour elle, peu importe à quel point j'essaie. » « C'est peut-être parce qu'elle a déjà une famille ?» répondit doucement Claudine. « Peut-être que nous devons l'accepter. »« Mais la loi est de mon côté », insista Robert, mais sa voix n'avait plus la conviction du début. « La loi, oui, mais pas son cœur. » Finalement, le jour de l'audience finale arriva. 6 mois après le début de la procédure, le juge Maurice était prêt à rendre sa décision. La salle était encore plus tendue que lors de la première audience. Henri tenait la main de Sophie si fort que ses doigts étaient blancs. Marc et l'équipe juridique étaient visiblement nerveux. De l'autre côté, Robert et Claudine attendaient en silence. Le juge entra et tout le monde se leva. Il s'assit, organisa ses papiers, puis commença à lire sa décision. Ce cas m'a fait réfléchir profondément sur le concept de famille et sur ce qui constitue réellement l'intérêt supérieur d'un enfant. D'un côté, nous avons M. Robert Ferreira, oncle sanguin de Sophie, avec un droit légal clair. De l'autre, nous avons M. Henri Dubois, qui, bien que n'ayant pas de lien de sang direct avec Sophie, a exercé un rôle paternel dans la vie de sa mère et maintenant un rôle de grand-père dans la sienne. Le juge fit une pause et le silence dans la salle était assourdissant. J'ai visité les 2 résidences, j'ai observé les interactions, j'ai entendu les témoignages d'éducateurs, de professionnels de la santé, d'assistantes sociales. Et plus important encore, j'ai entendu Sophie elle-même, une enfant de 8 ans, qui, malgré son jeune âge, a fait preuve d'une maturité émotionnelle impressionnante.
Il regarda directement Robert. « Monsieur Ferreira, je n'ai aucun doute sur vos bonnes intentions. Vous et votre femme êtes des personnes honnêtes et travailleuses qui offriraient à Sophie un foyer digne et aimant. Mais je dois peser non seulement les intentions, mais aussi les réalités. Sophie a passé 6 mois à vivre avec Monsieur Dubois, et pendant cette période, elle s'est épanouie. Sa santé s'est améliorée, ses résultats scolaires sont exemplaires et son bien-être émotionnel est évident. Plus important encore, le lien entre elle et Monsieur Dubois est profond et authentique. » Le juge se tourna vers Henri. « Monsieur Dubois, votre âge est une préoccupation légitime, mais au cours de ces 6 mois, vous avez prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a la volonté et l'amour. Vous avez restructuré toute votre vie pour être présent pour Sophie. Vous n'êtes pas seulement un pourvoyeur matériel, mais un grand-père affectif au sens le plus profond du terme. » Il prit une profonde inspiration. Sur la base du concept de famille socio-affective, largement reconnu par la jurisprudence française, et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'article 371-4 du Code civil et à la Convention internationale des droits de l'enfant, je décide d'accorder la garde définitive à Monsieur Henri Dubois, le reconnaissant légalement comme le grand-père affectif de Sophie. Monsieur Robert Ferreira aura un droit de visite mensuel à exercer selon un accord entre les parties. Henri sentit ses jambes flageoler. Sophie n'attendit pas une seconde avant de se jeter dans ses bras, pleurant de soulagement et de bonheur. « Pépé, on a gagné! Je peux rester avec toi !» Henri la serra fort dans ses bras, ses propres larmes coulant enfin librement. « Pour toujours, ma petite, pour toujours. » De l'autre côté de la salle, Robert s'essuya discrètement les yeux. Claudine lui serra la main, et il hocha la tête. Avant de partir, il s'approcha d'Henri. « Prenez bien soin d'elle, » dit-il simplement. « De toute ma vie, » promit Henri. Robert s'agenouilla alors devant Sophie. « Sophie, je sais qu'on ne se connaît pas bien, mais je veux que tu saches que chaque fois que tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. J'étais le frère de ta mère et je me soucierai toujours de toi. » Sophie le serra rapidement dans ses bras. « Merci, oncle Robert. Tu peux venir me voir ?»« Je viendrai, » promit-il, et cette fois, il y avait de la paix dans sa voix. « Oui, je viendrai. » Quand ils sortirent du tribunal, le soleil brillait fort sur Paris. Henri porta Sophie dans ses bras, même si elle était déjà grande pour ça, et elle posa sa tête sur son épaule. « Pépé, maintenant c'est vraiment pour toujours ?»« Maintenant, c'est pour toujours, » confirma-t-il en lui embrassant le front. « Tu es ma petite fille, légalement et officiellement. Rien ni personne ne peut changer ça. » La bataille était terminée, et l'amour avait vaincu. 3 ans s'étaient écoulés depuis le jugement qui avait tout changé. Sophie avait maintenant 11 ans, une fillette vibrante et intelligente qui continuait de remplir la demeure de vie et de joie. La maison qui avait été un jour un mausolée silencieux résonnait maintenant des rires et des voix d'enfants jouant dans les jardins. Henri était dans son bureau, signant les derniers documents de la Fondation Juliette Ferreira, qui ouvrirait officiellement ses portes le mois suivant. La fondation était dédiée à aider les enfants en situation de vulnérabilité, facilitant les processus d'adoption et de garde affective. 30% du patrimoine d'Henri y avait été destiné. « Pépé !» La voix de Sophie résonna dans le couloir. « Regarde ça !» Elle entra en courant, tenant son bulletin scolaire avec d'excellentes notes. Henri sourit, prenant le carnet pour l'examiner. « Ça mérite une célébration. » Sophie devint sérieuse. « Pépé, je pensais à mon avenir, à ce que je veux être quand je serai grande. Je veux aider les enfants, comme nous avons été aidés. Je veux être assistante sociale. » Henri sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Tu sais ce que ça signifie ? Ça veut dire travailler avec des situations difficiles, gérer des histoires tristes. »« Je sais, » répondit Sophie avec détermination, « mais ça veut aussi dire aider à créer des fins heureuses, comme la nôtre. Maman disait toujours que quand une personne est sauvée, elle a l'obligation de sauver les autres. » Henri la serra dans ses bras. « Ta mère serait si fière de toi. » Les années continuèrent de passer. Sophie grandit et devint une adolescente brillante et dévouée. À 16 ans, elle était en tête de sa classe, impliquée dans des projets bénévoles et faisant déjà des plans concrets pour étudier le travail social à l'université. Henri, à 81 ans, restait actif et présent. Il avait considérablement réduit ses heures de travail,
mais restait au conseil d'administration de la Fondation Juliette Ferreira, qui en 5 ans avait déjà aidé des centaines d'enfants à trouver des foyers aimants. Robert continuait de rendre visite à Sophie régulièrement, et au fil des ans, une affection sincère s'était développée entre eux. Sophie avait rencontré ses cousins, et bien qu'ils ne soient pas proches, il y avait un respect et une affection mutuelle. Quand Sophie eut 18 ans, Henri organisa une fête qui remplit la demeure de vie. C'est lors de cette fête qu'il fit son annonce officielle. Sophie serait la plus jeune, conseillère de la Fondation Juliette Ferreira. « J'ai créé cette fondation en mémoire d'une fille que j'ai aimée comme ma propre fille », dit Henri dans son discours. « Et maintenant, je confie une partie de cette responsabilité à une autre fille que j'aime comme ma propre fille. Sophie n'est pas seulement ma petite fille par décision de justice, elle est la fille de mon cœur. » Sophie assuma son rôle au conseil avec sérieux et passion. Tout en étudiant le travail social à l'université, elle consacrait ses après-midi à travailler à la fondation, interviewant des familles, suivant des processus d'adoption. C'est pendant ces années universitaires que Sophie rencontra Raphaël, un jeune avocat spécialisé en droit de la famille qui travaillait également avec la fondation. Ce qui avait commencé comme un partenariat professionnel se transforma en amitié, puis en amour. « Est-il assez bien pour toi ?» demanda Henri quand Sophie amena Raphaël dîner. Sophie rit. « Pépé, personne ne sera jamais assez bien à tes yeux. Mais Raphaël me rend heureuse, il me respecte, soutient mes rêves et a le même engagement que moi à aider les enfants. » Henri observa Raphaël pendant le dîner. Ensuite, il l'appela pour discuter dans la bibliothèque. « Vous aimez ma petite fille ?» Raphaël n'hésita pas. « Je l'aime, de tout mon cœur. » « Et vous êtes préparé à ce qui vient avec ? Sophie a une mission, un but. Elle consacrera sa vie à aider d'autres enfants. »« Je sais, » répondit Raphaël, « et c'est pour ça que je l'aime. Je ne veux pas la changer. Je veux la soutenir. Je veux être à ses côtés dans cette mission. » Henri étudia le jeune homme un long moment, puis lui tendit la main. « Bienvenue dans la famille. » 2 ans plus tard, Henri était au premier rang de l'église, les larmes coulant librement alors qu'il regardait Sophie remonter l'allée dans sa robe de mariée. Quand leurs yeux se croisèrent, elle sourit et articula silencieusement « Merci, Pépé ». La fête eut lieu à la demeure et les jardins n'avaient jamais été aussi beaux. En regardant Sophie danser avec Raphaël, Henri réfléchit au chemin parcouru. 1 an après le mariage, Sophie entra dans la demeure avec un sourire mystérieux. Henri était dans la bibliothèque, mais passait maintenant plus de temps à lire pour le plaisir. À 88, il avait enfin appris à ralentir. « Pépé, » dit Sophie en s'asseyant à ses côtés, « j'ai une nouvelle. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre. « Tu vas être arrière-grand-père. » Le choc fit place à une joie immense. « Mon Dieu, Sophie, un enfant. 3 en fait, » révéla Sophie. « Je suis enceinte de jumelles, et nous avons déjà décidé d'un des prénoms. Nous voulons en appeler une Juliette et l'autre Henriette, en ton honneur. » Henri ne faisait pas confiance à sa voix. Il se contenta de hocher la tête, trop ému pour parler. Les filles naquirent un après-midi ensoleillé de printemps. Juliette et Henriette Dubois-Silva étaient parfaites. Quand l'infirmière plaça les jumelles dans les bras d'Henri pour la première fois, il sentit son cœur déborder. À 89 ans, il tenait sa 4e génération. Les années suivantes furent remplies de joie. Henri adorait ses arrière-petites-filles avec ferveur. Les filles l'appelaient « Pépé Riri » et le suivaient dans la demeure comme des canetons. Sophie, désormais une assistante sociale renommée, équilibrait magistralement sa carrière et sa famille. La Fondation Juliette Ferreira était devenue une référence nationale en matière d'adoption, ayant aidé plus de 1000 enfants à trouver des foyers aimants. Henri, à 93 ans, était visiblement plus fragile, mais son esprit restait vif et son cœur battait fort et plein d'amour. C'était un dimanche après-midi quand Sophie le trouva assis seul dans le jardin, regardant les jumelles jouer. Elle s'assit à ses côtés, lui tenant la main. « À quoi tu penses, Pépé ?» Henri sourit. « Je pensais à quel point la vie est drôle. J'ai passé 68 ans à bâtir un empire, pensant que ça me rendrait important. Mais ce n'est que lorsque je t'ai trouvé que j'ai compris ce qui comptait vraiment. »« Et qu'est-ce qui compte ?» demanda Sophie. « L'amour, la famille, le lien.
Un but. Il se tourna vers elle. Tu sais quel est mon seul regret? Ne pas avoir fait la paix avec ta mère, mais peut-être qu'en prenant soin de toi, j'honore sa mémoire. Sophie lui embrassa le front. Pépé, maman savait que tu l'aimais. Elle t'a pardonné, et je sais qu'elle est fière. Les jumelles, les voyant assis, coururent vers eux. Pépé Riri, viens jouer avec nous. Henri ouvrit les bras et les deux se jetèrent sur lui en riant. Là, entouré de 3 générations de femmes qu'il aimait, Henri Dubois se sentit complet. Quelques semaines plus tard, par une matinée d'hiver tranquille, Henri ne se réveilla pas. Il partit paisiblement dans son sommeil avec un sourire serein sur le visage. Les funérailles furent immenses. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités, tous vinrent. Mais il y avait aussi des dizaines de personnes simples que Sophie ne connaissait pas. « Votre grand-père a changé ma vie », dit une femme. « La fondation qu'il a créée m'a aidé à adopter mon fils. Il m'a aidé à obtenir la garde de mon petit-fils », partagea un vieil homme. Histoire après histoire, Sophie réalisa l'ampleur de l'héritage de son grand-père. À la lecture du testament, Sophie était l'héritière universelle. Mais il y avait une lettre. L'avocate la lui tendit avec des mains tremblantes. Il m'a demandé de vous la remettre après son départ. Sophie ouvrit la lettre et commença à lire. « Ma chère Sophie, ma fille, ma joie, ma rédemption. Si tu lis ceci, c'est que mon voyage est terminé. Ne sois pas triste. J'ai vécu bien plus que je ne le méritais, et les 25 dernières années à tes côtés ont été les meilleures de ma vie. Tu m'as sauvée, Sophie. Tu as sauvé un vieil homme solitaire de mourir le cœur vide. Tu m'as réappris à aimer, à sourire, à vivre. Grâce à toi, j'ai connu Raphaël, Juliette et Henriette. J'ai été béni d'une famille magnifique. Ma seule demande est que tu utilises cet héritage pour continuer le travail que nous avons commencé. Continue d'aider les enfants à trouver des familles. Continue de montrer au monde que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est un choix. C'est un amour quotidien. C'est un engagement. C'est être présent. Merci de m'avoir choisi, Sophie. Merci d'avoir déverrouillé mon cœur. Merci de m'avoir donné une famille. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Ton pépé pour toujours, Henri. » Sophie plia la lettre, les larmes mouillant le papier. Elle regarda Raphaël, qui tenait les jumelles. Elle regarda la photo d'Henri sur le mur. Et elle fit une promesse silencieuse. Elle continuerait. Elle continuerait son héritage. Elle continuerait à prouver que l'amour construit des ponts plus solides que le sang. 10 ans passèrent, depuis le départ d'Henri. La fondation Juliette Ferreira, désormais présidée par Sophie, était devenue une référence internationale. Ils avaient aidé plus de 3000 enfants. Juliette et Henriette, maintenant âgées de 15 ans, avaient déjà décidé de suivre les traces de leur mère, voulant travailler pour les droits de l'enfant. Sophie était dans son bureau quand elle reçut un cas qui la toucha profondément. Une fillette de 7 ans, orpheline, effrayée, qui criait dans la rue que son pépé viendrait la chercher. Sophie lut le rapport et sentit les larmes monter. C'était comme regarder dans un miroir du passé. Elle prit le téléphone et appela l'assistante sociale responsable. « Je veux prendre ce cas personnellement. Je sais exactement ce que ressent cette fillette, et je vais m'assurer qu'elle trouve sa famille, tout comme j'ai trouvé la mienne. » Car à la fin, l'histoire d'Henri et Sophie n'était pas seulement la leur, c'était une histoire sur le fait de briser des cycles, de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, de montrer que la famille se construit par des choix quotidiens d'être présent, de prendre soin, d'aimer inconditionnellement. C'était une histoire sur le fait de déverrouiller les cœurs, un à la fois, pour toujours.